Ne t'inquiète pas, Asuna. Tant que je serai capable de lever mon épée, qui n'est absolument pas une métaphore pour mon pénis, rien ne pourra t'arriver. Littéralement rien. Durant tout cet arc, tu auras au max 3 lignes de dialogue. Car c'est moi le protagoniste. Par le pouvoir qui n'a jamais été mentionné auparavant et qui brise complètement la logique de l'histoire. Maintenant, je vais aller rencontrer des personnages féminins qui vont immédiatement tomber amoureuses de moi, alors que je suis le personnage le plus fade de toute l'histoire de la Japanimation. Je suis vraiment incroyable, et tout le monde le pense. Je suis le meilleur, c'est moi le plus fort. Cette vidéo est sponsorisée par mon propre web novel disponible gratuitement et en ligne en suivant le lien dans la description. Un nouveau chapitre tous les dimanches. Alors Sword Art Online ou SAO, c'est un animé qui a commencé en 2012. Mais avant ça, c'est un manga publié à partir de 2010. Mais avant ça, c'est un light novel écrit par Reiki Kawahara et dont le premier volume a été publié en 2009. Mais avant ça, c'est un web novel publié en ligne en 2002. Mais avant ça, c'est une participation à un concours d'écriture qui a été écrite en 2001. Tout ça pour dire que c'est le foutoir. Mais c'est important de noter que c'est une histoire qui a commencé à être écrite il y a 20 ans, c'est un point à prendre en compte avant d'en parler. Ici, nous, on va s'intéresser à l'adaptation animée basée sur le light novel. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est un light novel, ça tombe bien, j'ai sorti une vidéo sur le sujet la semaine dernière. En France, si vous avez été exposé à SAO, c'est sans doute à travers l'animé, sans doute la version la plus connue de l'histoire. Il compte actuellement 3 saisons divisées en plusieurs arcs chacune, avec des pauses entre la diffusion des arcs qui font que tout le monde pense que chaque arc est sa propre saison. Et en même temps, c'est vrai, le terme saison vient du fait que c'est diffusé avec interruption, donc interrompre la diffusion en milieu de saison, ça complique inutilement la chose. Mais sachez qu'officiellement, il y en a 3, même si vous en avez vu 5. Encore une fois, c'est le foutoir. Alors je préviens, ça va spoiler sec, donc si vous ne voulez pas être victime de divulgachage, je vous invite à aller voir d'autres de mes vidéos pour vous faire spoiler d'autres trucs. SAO, c'est une franchise extrêmement populaire. Elle compte un film d'animation, un spin-off, des jeux vidéo et bientôt une adaptation Netflix. Et on évitera de mentionner les coussins à l'effigie des personnages féminins. En ce qui concerne l'animé, je suis dans une situation très délicate. Parce que comme vous le savez peut-être, je tiens une chaîne spécialisée dans la narration. J'accorde énormément d'importance à l'histoire qu'on nous raconte. Je passe mon temps à essayer de décortiquer ce qui marche, ce qui ne marche pas, j'essaye de développer mon esprit critique. Mais j'aime bien Sword Art Online. Attention, on a dépassé le stade du « c'est objectivement mauvais mais j'aime bien ». Ça veut rien dire. Bon ou mauvais sont des jugements de valeur, donc subjectifs, voilà. Je n'aime pas la façon dont Sword Art Online est écrit. Je trouve que la narration est vraiment mauvaise, qu'il y a des ficelles gigantesques, des gros problèmes de rythme, et que les bases même de la narration ne sont pas là. C'est écrit avec le cul. Mais j'aime bien SAO, et ça me fout des angoisses. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Comment une histoire que je trouve mal écrite alors que la narration est une priorité pour moi, peut-elle me plaire malgré tout? Comment je justifie d'aimer quelque chose que je n'aime pas? Est-ce qu'il y a 2 personnes dans ma tête? Non, t'inquiète. Ouf. Pour comprendre cette dichotomie, je vais vous expliquer pourquoi SAO est mal écrit selon mes critères et comment ces erreurs d'écriture arrivent à retomber sur leurs pattes pour que l'œuvre finale fonctionne. Je ne vais pas faire de résumé rapide de SAO, principalement parce que je n'arriverai jamais à la cheville de ceux faits sur la chaîne Retake. Donc si vous avez besoin d'une piqûre de rappel sur les événements de la série, le tout avec une bonne dose d'humour, je vous renvoie vers leur chaîne. Nous, on va rentrer directement dans le vif du sujet et parler du problème principal de SAO, son protagoniste. Kirito est un mauvais protagoniste. Il est à la fois terriblement fade et incroyablement OP. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le lexique, OP c'est pour l'anglais overpowered, soit surpuissant. Mais pour comprendre en quoi Kirito est un mauvais protagoniste, il va falloir qu'on parle de théorie d'écriture de personnages, quelque chose qu'on ne fait quasiment jamais sur cette chaîne. Quand on écrit un personnage, et en particulier un protagoniste, on lui attribue des caractéristiques qui impactent la façon dont le lecteur se compare à lui. Et on peut classer ces caractéristiques dans 2 catégories, les traits d'accès et les traits d'admiration. Les traits d'admiration, c'est ceux qui nous font dire « j'aimerais être ce personnage ». Et les traits d'accès, ce sont ceux qui nous font penser « je suis ce personnage ». Les traits d'accès, c'est tout ce qui rend un personnage humain et qui fait qu'on s'identifie à lui. C'est ce qui nous permet de nous imaginer à sa place, mais également d'avoir de l'empathie pour lui. Les traits d'accès créent un lien entre le lecteur et le personnage. Un exemple typique, c'est Peter Parker. On s'identifie à lui parce qu'il est mal à l'aise avec les filles, qu'il n'est pas populaire, qu'il tient à sa tante, qu'il a des problèmes d'argent. Les traits d'admiration, c'est ce qui nous fait rêver. En fiction, on ne souhaite pas forcément revoir ce qui nous arrive déjà dans la vie. Ce sont des caractéristiques qui rendent un personnage plus grand que nature. Des super pouvoirs, une détermination à toute épreuve, être l'élu de la prophétie, recevoir sa lettre de Poudlard, c'est les éléments qui puisent dans notre désir profond d'être spéciaux. C'est Spider-Man, les super pouvoirs, l'identité secrète, l'aventure, les ennemis à affronter. Un personnage qui n'a que des traits d'accès ne fait pas
rêver, mais un personnage qui n'a que des traits d'admiration ne nous semble pas assez humain pour qu'on s'attache à lui. Quand on écrit un personnage, on cherche à trouver un équilibre entre les deux. Surtout pour un protagoniste, on veut que le lecteur se dise à la fois « je suis ce personnage » et « j'aimerais être ce personnage ». Le personnage accessible ultime, c'est le personnage le plus vide possible. Comme son but c'est qu'on s'identifie à lui, il ne doit avoir aucun trait particulier qui le définit. Il doit être une carapace vide dans laquelle n'importe qui peut s'imaginer. C'est n'importe quel protagoniste silencieux de jeux vidéo. Le personnage admirable ultime, c'est le personnage le moins humain imaginable. Il n'y a aucun point d'accroche pour s'identifier à lui. Il est plus proche de la divinité ou de la légende que de l'humanité. En général, ça ne peut pas être un protagoniste puisque le lecteur ne peut pas s'identifier à lui. Mais c'est très rare qu'on aille à un extrême ou à l'autre, c'est plutôt un jeu d'équilibriste entre les deux. Et on en revient à Kirito. Au lieu de trouver un équilibre entre trait d'accès et trait d'admiration, ou de favoriser l'un plutôt que l'autre, Kawahara a choisi une troisième option. Mettre les deux potards à fond. Ce qui fait que Kirito est à la fois le plus fade et générique possible pour qu'on se mette à sa place, et à la fois complètement cheaté et invincible. Il n'a aucun trait de personnalité qui le distingue, ce mec est d'une neutralité incroyable. Et à côté de ça, c'est le meilleur joueur du monde. Les règles ne s'appliquent pas à lui, et la moindre fille qu'il rencontre tombe amoureuse presque immédiatement. Niveau écriture, c'est horrible, ce n'est pas un personnage, c'est une machine à faire avancer l'intrigue. Une coquille vide avec une épée invincible. Et ça marche. Et oui, c'est ça le truc, j'aime bien Kirito, parce que je peux facilement m'imaginer à sa place tellement il est vide. Au fond, Kirito remplit une fonction très précise pour le lecteur. Il permet de faire du wish fulfillment. Littéralement de l'exaucage de souhaits. Kirito n'est pas un personnage, c'est un véhicule pour que l'audience se projette. Il est suffisamment neutre pour que n'importe qui puisse s'imaginer à sa place, mais en même temps complètement cheaté pour que ce soit agréable de s'imaginer à sa place. Kirito nous permet d'être ce héros invincible, aimé de tous, prêt à tout pour sauver l'amour de sa vie. Kirito est un protagoniste de fanfiction. Je veux pas rabaisser les fanfictions, c'est juste que pour beaucoup, leur attrait c'est qu'elles permettent de s'insérer dans un récit pour se faire rincer. C'est presque thérapeutique. On appelle ça un self-insert protagoniste, un personnage qui nous sert de véhicule pour réaliser des fantasmes au-delà des possibilités du réel. Et c'est ce qu'est Kirito. C'est un personnage qui rencontre la gloire et trouve l'amour parce qu'il est doué aux jeux vidéo. C'est le geek de base, et dans l'univers de SAO, ça en fait une sorte de dieu vivant. Même son apparence est liée à cette volonté de projection. Rappelons que le public de base est japonais. Kirito est un garçon aux cheveux noirs, aux yeux noirs, de petite taille, plutôt maigre, c'est l'adolescent japonais typique. C'est le lecteur visé par SAO. Et parfois c'est même bien utilisé dans le récit. Quand Kirito se retrouve face à des ennemis du monde réel, avec son vrai corps, il a beaucoup plus de mal à les affronter, et il se fait facilement blesser. Dans la réalité, il est vulnérable, mais c'est en entrant dans les mondes virtuels qu'il devient surpuissant. Exactement comme le lecteur qui obtient un sentiment de puissance en se plongeant dans l'univers de SAO. C'est une mise en abîme complète du rôle de Kirito comme avatar de l'audience. Mais pourtant, SAO n'est pas populaire qu'auprès des jeunes garçons maigrichons japonais. Je veux dire, au-delà du français barbu de 26 ans que je suis, l'animé plaît à beaucoup de gens qui ont nettement moins en commun avec Kirito. Il y a par exemple un grand public féminin qui aime SAO. Ce qui va nous amener à un autre problème important de cet animé, les personnages féminins. À commencer par le personnage féminin principal, Asuna. Et oh mon dieu, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Asuna. Un peu comme Kirito, c'est un personnage assez plat. Elle sert plus ou moins le même objectif, mais pour le lectorat féminin. Elle a peu de traits distinctifs pour qu'on puisse se projeter en elle, et comme Kirito, elle devient vite la plus forte de toutes les épéistes de SAO. Vous l'aurez compris, c'est son équivalent féminin. La différence, c'est que c'est un personnage féminin écrit par un homme japonais qui avait 26 ans quand il a commencé SAO. Alors évidemment, on tombe vite dans les pièges de la pop culture japonaise. Asuna est tout d'abord une tsundere, une forte personnalité qui cache un cœur sensible. Elle ne comprend pas les jeux vidéo parce que c'est une fille, mais heureusement Kirito est là pour lui expliquer comment manger. Mais sur le début, Asuna ne s'en sort pas trop mal. Tant que l'histoire est dans SAO, elle joue un rôle actif dans le récit, et prouve être plus ou moins l'égal de Kirito. La relation entre les deux se développe un peu vite, mais elle a le mérite d'offrir un des rares cas de couple officiel dans un animé. Au lieu de se reposer sur le fameux Will They, One Day, moins communément connu sous le nom de Vos pécho ou pas, Kawahara décide de ne pas jouer avec l'attention trop longtemps et de favoriser une romance ouverte. Nous ne parlerons pas du chapitre maudit du web novel où Kirito et Asuna... Nous n'en parlerons pas. Mais je vais quand même lire un extrait parce que c'est très drôle. Ceci a vraiment été écrit par Reiki Kawahara. Asuna hocha vigoureusement la tête, libérant un souffle chaud. Oui, remplis-moi avec ta chose, Kirito. Étourdi d'entendre cette guerrière invincible et droite dans ses bottes me dire ça les larmes aux yeux, je me pressais contre la moiteur d'Asuna. Mais monétisation, revient! Étrange chapitre érotique mis à part, la relation entre Kirito et Asuna offre un peu d'air frais dans une pop culture japonaise où les personnages fondent s'ils avouent leurs sentiments. On a même une certaine égalité entre les capacités des deux, ce qui donne des scènes de combat en couple vraiment cool. Les problèmes, comme pour beaucoup de choses dans SAO, mais on y reviendra, commencent à partir du moment où on sort de l'arc Aincrad. Tout d'abord, Asuna devient une
une demoiselle en détresse, un objectif pour Kirito qui doit la sauver. Et après tout, pourquoi pas, l'arc de sauvetage est un classique dans les mangas. On reviendra sur l'aspect plus problématique de cette intrigue. Sauf qu'une fois qu'elle a été une demoiselle en détresse, Asuna est reléguée au rang de figurante. C'est terrible à quel point elle se fait jeter par l'intrigue dès qu'un nouveau personnage féminin fait son entrée. Et encore une fois, c'est un classique des mangas de faire tourner les deux protagonistes féminins. C'est juste que ça fait très bizarre quand la première est officiellement en couple avec le protagoniste. Ce qui nous mène à un autre souci lié au personnage féminin dans SAO, le harem de Kirito. A l'origine, le genre du harem dans les mangas, c'est plutôt un genre de comédie. On a un personnage masculin qui passe sa vie entouré presque exclusivement de personnages féminins, et l'hilarité est à chaque coin de rue car la moindre peau de banane sur le sol mène à des contacts accidentels entre différentes parties intimes. Mais quand une histoire à peu près sérieuse essaye de construire un harem autour de son protagoniste, c'est au mieux kitschun, au pire ça distrait grandement des enjeux dramatiques. Et quand en plus ce personnage est déjà casé de façon officielle et que sa relation n'est jamais remise en cause, ça nous fait juste perdre du temps. Dans SAO, je l'ai dit, tous les personnages féminins tombent amoureuses de Kirito. Et à chaque arc, il y a un nouveau personnage féminin principal. Ce personnage féminin pourrait être intéressant, apporter de la fraîcheur à l'histoire, être développé, mais à chaque fois ce personnage finit par être réduit à un trait de personnalité, être amoureuse de Kirito et jalouse d'Asuna. Et ça commence mal dès le début avec Lifa, la sœur adoptive et cousine biologique de Kirito. Alors à chaque fois qu'on aborde ce sujet, on a des gens Fedora qui viennent nous expliquer qu'au Japon l'inceste n'a pas les mêmes connotations, que c'est culturel, et je m'en mouline les parties. Je trouve ça dégueulasse et je n'ai pas à l'applaudir sous prétexte du respect des cultures étrangères. Le sous-texte incestueux de SAO dans son deuxième arc me hérisse les poils, et rend l'histoire très difficile à apprécier. Mais même en l'ignorant, les sous-intrigues à base de personnages féminins qui tombent amoureuses de Kirito se font au détriment de ces personnages féminins, au détriment de Kirito qui s'abstient bien de les envoyer chier, et au détriment d'Asuna qui passe un peu pour la cocu de service. Et encore une fois, si on remettait en question la relation entre Kirito et Asuna, ce serait intéressant. Mais non, on prend du temps pour développer des relations entre personnages qui ne pourront aller nulle part. Après une histoire de sentiments non réciproques, on peut changer de disque. Le récit n'explosera pas si un personnage féminin n'est pas amoureuse de Kirito. À vrai dire, le récit aurait bien besoin que les personnages féminins ne soient pas ramenés sans cesse à Kirito. Et là, on va toucher un sujet sensible, la source de nombreux scandales autour de SAO. Des points sur lesquels Kawahara s'est excusé depuis, mais qui font tout de même partie de l'œuvre. Donc je préviens, nous allons parler de comment SAO utilise la menace d'agression sexuelle dans son récit. Non, c'est bon, monétisation, tu peux partir. Le sujet est bien évidemment très sensible, mais on ne peut pas parler de SAO sans l'aborder. Kawahara avait l'habitude d'utiliser la menace d'agression sexuelle pour créer de la tension dans SAO. C'est un peu une technique de roublard en écriture. Le danger est moins définitif que celui de la mort, mais il est tout aussi dramatique. Ça permet de cimenter l'antagoniste comme impardonnable et de mettre le protagoniste dans une situation viscéralement périleuse. Là où on a plus de mal à croire qu'un personnage peut mourir parce que ça le sortirait du récit. La violence sexuelle a une place très particulière dans l'imaginaire populaire, elle est souvent considérée comme la pire forme de violence possible. La plus amorale, la plus destructrice, la plus viscérale. Et quand elle est bien écrite, ça peut créer des moments de fiction qui marqueront à jamais les lecteurs. Les personnages qui subissent ces violences peuvent montrer les dégâts qu'elles causent, mais aussi comment il est possible d'en revenir. Ceci dit, c'est un terrain excessivement pentu. Ça nécessite de faire preuve de bon goût, de sensibilité, c'est un exercice difficile. Si on fait pas gaffe, on peut très vite aliéner l'audience. Ou alors, on fait ce qui s'appelle de l'exploitation. La violence sexuelle devient un spectacle sensationnaliste et superficiel, un argument de vente. On exploite littéralement les victimes pour créer un effet de choc parce que c'est facile à faire. Ça vaut aussi pour la violence traditionnelle d'ailleurs. Mais notre culture a une relation différente avec celle-ci. Et SAO est terriblement coupable de ça. Et c'est toujours de très mauvais goût. Tout d'abord parce que les personnages autour de qui tournent ces scènes ne sont jamais les victimes. Elles servent à établir l'immoralité des antagonistes et à donner une chance à Kirito d'être le chevalier en armure d'or, protecteur de la sainte virginité. Les violences sexuelles que subissent les personnages féminins sont accessoires au développement des personnages masculins. C'est déjà plutôt un problème. Mais pire que ça, la façon dont sont montrées ces violences sexuelles dans l'animé, et ce coup-ci je ne blâme pas Kawahara qui n'y est pour rien, transpire le voyeurisme et la fétichisation. Les corps sont sublimés, les angles de vue mettent les formes en valeur, on sent une volonté de titiller l'imaginaire masculin. Et autant j'ai rien contre le titillage, principalement parce que c'est un mot très rigolo, autant quand il est associé à des scènes d'agression sexuelle, je crois que je préférais l'inceste. Japon, les choses que tu me fais dire. Ce qui rend la chose encore plus superficielle, c'est qu'à aucun moment ces scènes ne prennent en compte le traumatisme des personnages féminins, ni même leur point de vue. Une fois que le vilain agresseur a été neutralisé par notre héros, tout est oublié, les filles pleurent un petit coup et on n'en parle plus jamais. Il n'y a pas de conséquences pour elles parce que leur ressenti n'est pas considéré comme important. En tout cas pas assez important pour être traité dans le récit. Les conséquences qu'il y a
sont soit subis par l'agresseur, soit par Kirito. Dans la saison 3, quand Kirito et Yujiro tuent un agresseur, le point dramatique c'est qu'ils vont être punis pour l'avoir fait. Les victimes sont tellement secondaires qu'elles s'excusent d'avoir été agressées et d'avoir causé des soucis au héros. Et sur ce point, je n'ai pas de défense à apporter à SAO. Ce sont des passages qui me dérangent. C'est non seulement mal écrit, mais c'est carrément moralement discutable. Utiliser la menace de violence sexuelle sur un personnage pour servir de prétexte aux actions d'un autre, c'est de l'exploitation narrative. C'est la raclure de bidet du monde de l'écriture. C'est ce que fait un mauvais auteur quand il n'a aucune idée de comment ajouter de la tension dans son récit. Et nous arrivons au passage le plus important sur pourquoi SAO est une histoire mal écrite. Il y a un gros problème de tension dramatique dans ce récit. La prémisse de Sword Art Online, c'est le jeu Sword Art Online. Le pitch est aussi simple qu'efficace. Des joueurs se retrouvent bloqués dans un jeu, s'ils meurent dans le jeu, ils meurent dans la vraie vie. C'est simple, ça marche, y a pas besoin de plus. On a l'excuse pour avoir un univers de jeux vidéo avec des règles propres à cet imaginaire, tout en ayant des risques réels. Les personnages risquent de mourir à chaque instant. Et même si Kirito devient quasiment intuable en 3 épisodes, la possibilité que ses camarades meurent est un bon moteur pour la tension dramatique du récit. Pendant 12 épisodes. Je ne suis pas le premier à le dire, mais je me joins à la masse, quand Sword Art Online commence à ne plus parler de Sword Art Online, l'anime part en chute libre. Seul le premier arc suit la prémisse du pitch. Et bon, après tout, pourquoi pas? C'est aussi cool d'explorer des nouveaux univers. Surtout que de vous à moi, Sword Art Online ne possède pas un univers incroyable pour un MMO censé révolutionner le monde du jeu vidéo. Mais le truc, quand on arrive dans le deuxième arc, avec le deuxième jeu, c'est qu'il n'y a plus ce risque de mourir. Sauf que le récit essaye de rempiler sur la tension dramatique. C'est l'effet de suite, la deuxième partie doit être 2 fois plus intense que la première. Du coup, on a des personnages qui sont super à fond dans le jeu comme si leur vie en dépendait, mais leur vie n'en dépend plus. Et on revient à la problématique précédente. Comment avoir de la tension? Eh bien, si Kirito ne joue pas assez bien aux jeux vidéo, Asuna va se faire agresser sexuellement. C'est littéralement ça les enjeux du deuxième arc. Et du troisième. Oui, c'est pareil, les gens ne meurent pas dans le jeu, et le point d'orgue de la tension dramatique, c'est quand Shinon se fait agresser et que Kirito la sauve au dernier moment. En quittant le monde de SAO, l'histoire perd toute tension. Et pour être prise au sérieux, elle décide de se reposer sur l'exploitation de la violence sexuelle pour nous donner l'impression que ce qui s'y passe est important. Parce que sinon, c'est juste des gens qui sont trop à fond dans leurs jeux vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai complètement lâché après la saison 2. Je me suis dit que ce qui m'intéressait dans l'anime, le pitch, la relation entre Kirito et Asuna, l'impact de SAO sur les joueurs, c'était parti pour de bon et que ça avait été remplacé par la putain de fête du slip. Pour moi, il y avait le premier arc, et le reste, on pouvait le jeter à la poubelle. Puis la saison 3 est arrivée, et après l'avoir longtemps ignorée, je me suis décidé à la regarder. Et non, elle n'est pas bonne, et SAO n'est pas soudainement devenu un bon animé. Mais elle a réussi à retrouver ce que j'avais apprécié dans le premier arc. Il y a de la tension dramatique, il y a des personnages secondaires intéressants, et Kirito est même nettement plus raisonnable niveau puissance. Jusqu'à la fin en tout cas. Sans cette saison, j'aurais pu tranquillement dire j'aime pas SAO, ou bien j'aime pas SAO après le premier arc. Et si elle avait été vraiment bonne, j'aurais pu dire j'aime SAO, ou alors j'aime SAO malgré les saisons de la honte. Mais non, on arrive sur ce milieu incroyable où j'aime SAO et je déteste SAO en même temps. Parce qu'il y a énormément de problèmes que cette saison 3 règle, qu'elle a même des fulgurances qui dépassent de loin le premier arc, mais qu'elle souffre aussi complètement des défauts dont on a déjà parlé. On a le retour de la tension dramatique avec une réalité virtuelle où il est de nouveau possible de mourir. On a une attaque dans le monde réel qui met les personnages en danger quand ils sont le plus vulnérables. On a des personnages secondaires vraiment bien. Alice et Yujiro, c'est les premiers personnages ajoutés après l'arc SAO que je trouve réussis. On a une réalité virtuelle avec un vrai lore, une vraie société qu'on peut découvrir, ce que SAO n'avait pas. On a la meilleure antagoniste de toute la série. Administrator, c'est un super exemple d'antagoniste sérieux qui représente un véritable obstacle au héros. On a une mort de personnage dramatique, un peu chelou parce qu'il se transforme en épée, mais tout de même. On a un personnage secondaire intéressant qui soulève des vraies thématiques sur l'identité et la nature humaine. On a une grande bataille finale épique avec des personnages qui meurent au combat ou qui doivent payer un prix important pour remporter la victoire. On a même des moments où Kirito est un vrai personnage avec des émotions et des traumatismes. Mais évidemment, tous ces bons points sont accompagnés de leur lot de foirage. Il y a la fameuse scène que j'ai mentionnée plus tôt, mais c'est pas tout. Déjà, cette fameuse antagoniste super, eh bien elle meurt comme une merde à la moitié de l'histoire. Elle est remplacée par un autre méchant à peu près potable, mais nettement moins intéressant. Ça aurait pu très bien marcher dans l'autre sens, surtout que ça aurait été plus logique d'un point de vue thématique. Cette saison soulève la question de la différence entre humain et intelligence artificielle. Avec Alice, on a le côté positif, ça aurait pu être cool d'explorer le côté négatif en l'opposant à Administrator. Mais non. On a un autre méchant qui est méchant, parce qu'il est méchant. Quand il était enfant, il tuait les autres enfants. Ce méchant. En parlant d'Alice, on est obligé de revenir sur le point Kirito. Évidemment,
elle tombe amoureuse de lui. C'est à peine plus pertinent que pour les deux précédentes, parce que ça permet de montrer qu'elle est plus qu'une intelligence artificielle, mais ça reste redondant. C'est déjà un personnage intéressant à la base, elle aurait pu faire exception et ne pas entrer dans le harem. Mais au moins, elle n'est pas utilisée comme une cible d'agression sexuelle pour que Kirito la sauve. On réserve ça aux deux figurantes. Mais la bataille épique souffre également de l'idée à la con de vouloir à tout prix faire venir les personnages secondaires des arcs précédents. On se retrouve avec cette sous-intrigue stupide d'Américains et de Chinois qui se connectent au jeu et se battent du côté des méchants en tuant les gentils. Et sur le papier, c'est super intéressant parce que les méchants piègent les joueurs en leur faisant croire qu'ils tuent des PNJ, alors que dans les faits, ils tuent des IA qui sont réellement vivantes, ou tout du moins dotées d'une âme. Vous imaginez la crise existentielle en réalisant que vous avez vraiment tué quelqu'un en jouant à un jeu vidéo? Et ben Kawahara, lui, ne l'a pas imaginé. Donc, dès que tout le monde a eu sa scène d'action, les joueurs se déconnectent et reprennent leur vie tranquillou. Ce qui fait que c'était juste une perte de temps. Bonus aussi pour la scène tentacule gratuite de la sœur de Kirito, voilà, rincez-vous les yeux, il paraît que c'est fait pour. On a aussi l'impression qu'Asuna va quitter son rôle de figurante, prendre de l'importance dans le récit, mais après 15 épisodes à sortir environ 2 répliques, elle ne joue qu'un rôle mineur dans la bataille finale. Elle n'arrive même pas à sortir Kirito de son état catatonique, elle a un pouvoir qu'elle peut utiliser 3 ou 4 fois, et une petite scène rigolote où elle est jalouse du nouveau harem de son copain. À la fin, ils passent 200 ans bloqués ensemble pour bien nous rappeler que c'est le couple officiel, mais même ça, il l'oublie. C'est hors champ. Faudrait pas que Kirito soit indisponible pour les futurs waifus quand même. Bref, il y a autant de points que j'ai aimés dans cette saison que de points que j'ai sincèrement détestés. En tout cas au niveau de l'écriture. Et comme c'est impossible pour moi de départager mon avis en me basant sur ce critère, je suis obligé de me rendre à l'évidence. Ce n'est peut-être pas l'histoire de SAO qui fait que j'aime bien SAO malgré tout. Ça fait mal de l'admettre, mais il n'y a pas que l'écriture. Et si souvent à partir du moment où c'est mal écrit, c'est presque impossible de se rattraper avec le reste, il n'empêche que ça arrive. Je crois que si j'avais lu le web novel original, ou le light novel qui en a résulté, je pourrais dire clairement que je n'aime pas SAO. S'il n'y avait que l'histoire, les bons points ne suffiraient pas à contrebalancer les mauvais. Je ne veux pas blâmer Kawahara, je rappelle qu'il a écrit le premier volume en 2001, il avait 26 ans. C'est l'âge que j'ai maintenant, et je me considère pas comme un auteur accompli. Il faut du temps pour aiguiser sa plume. Je n'ai peut-être pas les mêmes défauts que lui, mais j'ai au moins autant de défauts que lui. Le fait est que ce n'est pas sa plume qui me fait aimer SAO, ni l'intrigue, ni la façon dont il écrit les personnages. Pourtant, j'aime bien les personnages, mais pas du fait de leur écriture. Parce que l'écriture seule ne fait pas le personnage. On peut pas dire que Donald Duck est un personnage bien écrit, pourtant c'est un personnage iconique, de par son caractère design, sa voix, ses apparitions à travers différents médias, et d'ailleurs quand Donald est bien écrit, notamment dans les comics de Don Rosa, ça devient un personnage incroyable. Mais il n'a pas besoin d'être bien écrit, et les personnages de SAO c'est un peu pareil. J'aime leur caractère design, les coupes de cheveux, les vêtements, les armes, les techniques, ça les rend intéressants. J'aime aussi beaucoup leurs seiyuu, les doubleurs originaux. J'ai pas vu la VF donc j'en parlerai pas, mais en tout cas en VO, l'énergie que les comédiens apportent à ces personnages joue grandement à les rendre attachants. En dehors des personnages, SAO a aussi des très bonnes animations. Alors pas tout le temps, surtout dans les 2 premières saisons, mais il y a des grands moments d'animation, notamment pour les combats. Et au-delà de ça, ce qui a donné une place privilégiée à SAO dans mon cœur, c'est la musique de l'animé. La bande-son composée par Yuki Kajiura est une pépite. Avec des leitmotifs très simples, elle sait jongler avec toutes les émotions pour combler les manques de l'écriture. Pas besoin que Kirito et Asuna soient des personnages intéressants pour qu'on s'attache à eux. La musique s'en occupe. Pas de tension dramatique, l'orchestre peut créer l'illusion sans souci. Un personnage dont on n'a rien à foutre meurt, c'est le piano qui va te faire pleurer. L'OST de Sword Art Online est d'une qualité telle qu'à lui seul, il rattrape 90% des foirages narratifs. Tu mets la musique de SAO sur Plus belle la vie et t'as une nomination pour les Grammy Awards. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas prendre un café? Je n'ai pas les mots pour expliquer à quel point j'aime les musiques de cet animé. Enfin si, je les aime tellement que je suis prêt à pardonner tous les pires défauts qu'elles servent à couvrir. J'aime suffisamment ces musiques pour trouver que l'écriture n'est pas si importante. Et c'est terriblement frustrant parce qu'au fond je me fais juste couillonner. Je laisse des jolis dessins et des violons me piéger et me faire croire que j'aime quelque chose. Mais en même temps c'est un peu ça aussi le but de la fiction. Nous piéger, nous faire ressentir des choses pour des événements qui n'ont pas vraiment lieu et des personnages qui n'existent pas. Une bonne écriture nous fait tomber dans le panneau, mais parfois on peut aussi se faire avoir par d'autres techniques. Et c'est quelque chose que j'ai souvent tendance à oublier quand je parle de fiction sur ma chaîne. La narration ne passe pas que par l'écriture. La réalisation, le cadre, les costumes, le caractère design, la musique, les bruitages, ils jouent tous un rôle dans la façon dont on nous raconte une histoire. On a tendance à dire qu'un film bien écrit c'est un succès garanti. Mais si je reprends le script de Jurassic Park et que j'en fais un film avec mon téléphone, des figurines en plastique et des bruitages à la
bouche, je ne pense pas que j'égalerai l'original. La narration passe par tous les outils disponibles au format dans lequel l'histoire nous est racontée. Un bouquin peut se reposer uniquement sur les mots, vous me direz. Mais si j'imprime en jaune fluo sur du papier blanc, ça risque de changer grandement votre appréciation de l'histoire. Le médium fait partie de la narration. C'est pour ça que beaucoup d'adaptations se foirent, puisqu'elles ne comprennent pas le besoin d'adapter l'histoire aux critères de ce nouveau format. SAO est une bonne adaptation, et je peux le dire sans avoir lu les bouquins originaux, simplement parce qu'elle utilise les ressources à sa disposition pour raconter son histoire. Et je trouve que son histoire laisse à désirer, alors que les ressources autour, elles, me plaisent. Et rien que ça suffit à me faire aimer l'œuvre. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'au fond, ce n'est pas SAO que je n'aime pas, c'est l'histoire de SAO. Ce que j'aime, c'est la façon dont cette histoire m'est racontée. J'aime la forme, même si le fond me déplaît. Et ça arrive, on n'est pas obligé d'avoir un attachement profond à toutes les œuvres qu'on regarde. On peut simplement aimer quelque chose en surface, et même trouver de la profondeur dans la forme. En tant qu'auteur, je déteste SAO. En tant que spectateur, j'aime bien. Oh mon dieu, il y a vraiment 2 personnes dans ma tête. J'en profite pour vous rappeler que cette vidéo vous est présentée par mon propre web novel. Rejoignez les renégats dans leurs aventures à travers l'espace et n'hésitez pas à écouter les musiques de SAO en lisant les chapitres qui sont gratuits et disponibles en ligne. Comme ça, même si vous aimez pas, vous allez aimer. Malin. Le lien vers le premier chapitre est dans la description et un nouveau sortira chaque dimanche. Allez lire et dites-moi si vous trouvez que c'est mieux ou moins bien que SAO. De mon côté, je vous quitte là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager, je vous retrouve la semaine prochaine, Tropper, out.